Les Échos du Loriot, le podcast qui donne la parole aux passionnés de nature de tous horizons. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le 3e et dernier épisode de notre série portant sur le castor. On a déjà appris beaucoup de choses grâce à Ben Goldfarb, le journaliste américain auteur d'un très bon livre sur le sujet. On va pouvoir conclure aujourd'hui avec de nouvelles anecdotes et d'autres informations scientifiques. Pour rappel, le concept de ce podcast est de traduire en français des interviews que j'ai réalisées en anglais ou en japonais. Donc l'interview que vous allez entendre a été traduite par mes soins. Et le doublage français de Ben Goldfarb est assuré par Robin Grimaldi. Mais il est temps d'aller rejoindre Ben sur le terrain. Bonjour Ben. Bonjour Geoffrey. Ravi de vous retrouver dans le Colorado, à Cottonwood Creek, devant cet étang à castor que vous affectionnez tant. C'est un cadre idéal pour parler de castor. Jusqu'ici, on a beaucoup chanté les louanges des castors, mais je vous propose de commencer cet épisode par un sujet un peu plus épineux. Il y a un aspect évident de la relation entre les humains et les castors qu'on n'a pas encore abordé, et vous mentionnez bien dans votre livre que les castors sont perçus comme des nuisances par certaines personnes, et notamment les agriculteurs. Donc dans ce cas, comment faire pour réduire les dégâts causés par ces rongeurs ? C'est vrai. Vous savez, j'adore les castors, mais j'admets que la cohabitation est parfois difficile et qu'ils peuvent causer toutes sortes de problèmes. Ils peuvent construire des barrages dans des canaux d'irrigation, ils inondent des routes et des champs cultivés, ils peuvent abattre des arbres fruitiers. Et en général, en tout cas aux États-Unis, on traite ce problème en tuant les castors incriminés. On en tue chaque année des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers, on ne sait pas vraiment. Mais cette méthode pose deux problèmes. Premièrement, quand on tue un castor, on supprime évidemment tout cet environnement bénéfique qu'il crée, on perd ces services écosystémiques qu'on a évoqués. Et par ailleurs, on ne résout même pas le problème, parce qu'il y aura toujours un castor en recherche de territoire qui viendra s'installer dans ce territoire vacant. Donc on entre dans un cycle sans fin de piégeage, recolonisation, piégeage, etc. Donc en plus d'être une mauvaise méthode de gestion, c'est totalement inefficace. Alors maintenant, de plus en plus d'États s'intéressent à des méthodes plus durables, non létales, pour réduire les dégâts des castors. S'ils coupent des arbres à un endroit précis, il faut mieux placer des barrières et grillages autour. S'ils inondent une zone qu'on veut garder au sec, on peut mettre en place un système de tuyaux qui traverse le barrage et réduisent le niveau d'eau pour qu'il s'arrête avant la route ou les cultures. On a plein de solutions plus malignes et moins cruelles pour protéger les castors, économiser de l'argent et préserver ces zones humides essentielles. C'est vrai que vous mentionnez dans votre livre ces ateliers et ces réunions dédiées à la fabrication de ces appareils destinés à tromper les castors et à réduire le niveau d'eau de leur barrage. Mais certaines personnes ne sont pas convaincues par leur efficacité. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Leur efficacité a été prouvée dans beaucoup de cas. Il y a eu plusieurs études sur le sujet. L'une d'elles a montré que ces appareils marchent dans environ 85 à 95% des cas. Une autre étude a montré que pour chaque dollar dépensé pour ces installations, on économise plus de 8 $ qui auraient été dépensés pour le piégeage et l'entretien des routes. Il y a une super association qui s'appelle le Beaver Institute, qui a de nombreuses ressources sur son site pour expliquer comment construire ces appareils et pourquoi ils sont efficaces. C'est une mine d'informations pour toute personne faisant face à un problème de castor. Excellent conseil. Et pour rester sur les problèmes potentiels causés par les castors, vous dites dans votre livre que cet animal a longtemps eu une image négative auprès des pêcheurs, parce qu'ils pensaient que les barrages étaient un obstacle important pour la migration de beaucoup de poissons. Mais on dirait que cette opinion est en train de changer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Vous voyez, les castors et les poissons coexistent dans le même habitat depuis plusieurs millions d'années. Alors, il y a forcément des adaptations qui ont évolué. En France, vous avez le saumon de l'Atlantique, dont le nom latin est Salmo salar. Et salar veut dire le sauteur. Donc ça en dit long sur ses capacités à franchir les obstacles. Mon sticker préféré pour la protection des castors porte le slogan « Les castors ont appris au saumon à sauter ». C'est vrai après tout. Pourquoi les saumons ont développé de telles capacités de saut ? Peut-être pour franchir les barrages ? C'est vrai qu'on pourrait voir ça comme une pression évolutive. Mais oui, exactement. Mais il faut noter aussi que sauter par-dessus les barrages n'est pas le seul moyen de les traverser. Les poissons ont toutes sortes de méthodes pour les contourner. Par exemple, j'ai déjà vu des poissons se faufiler à travers des interstices entre les rondins de bois. Il y a aussi le fait que les poissons migrent souvent pendant des périodes où le niveau d'eau est élevé. Donc l'eau passe parfois au-dessus du barrage, ou elle peut créer un autre chemin dans la plaine pour le contourner. Donc vraiment, les poissons n'ont pas de gros problèmes à franchir ces barrages.
En fait, il y a des tas d'études scientifiques qui montrent que les barrages de castors sont bénéfiques aux poissons. Les étangs à castors sont des endroits parfaits pour les alevins de saumon, de truites. Pour ces petits poissons vulnérables, il vaut mieux éviter de vivre dans une zone à fort courant. Donc, ils sont en sécurité dans ce genre d'endroit où ils peuvent économiser leur énergie, trouver plein d'insectes et se cacher dans les interstices. Donc, des castors créent des refuges pour les poissons et sont tout sauf une nuisance pour eux. C'est assez incroyable, la liste des services rendus par le castor ne fait que s'allonger. Et ça explique pourquoi de plus en plus de personnes se mettent à les défendre. Dans votre livre, vous parlez de toutes vos rencontres avec ces beaver believers, ces croyants du castor, qui défendent cet animal et vantent ses mérites. On dirait qu'il y en a vraiment dans toutes sortes de professions. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'une de ces rencontres qui vous aurait particulièrement inspiré ? Et c'est vrai, il y a tellement de croyants du castor qui ont de belles histoires à raconter. Il y en a un qui me vient souvent à l'esprit et dont j'aime bien parler, il s'appelle Jay Wilde. C'est un éleveur bovin dans l'état de l'Idaho. En fait, il a grandi à côté d'un cours d'eau qui subvenait aux besoins de sa famille et assurait sa prospérité. Mais au fil du temps, cette rivière s'est asséchée. Elle disparaissait presque complètement en été. Il a fini par comprendre que la cause du problème était la disparition des castors qui étaient autrefois abondants. Ils avaient été tués, victimes de trappeurs ou de prédateurs, il ne savait pas trop. Mais il savait qu'ils avaient disparu et que ce cours d'eau essentiel s'asséchait. Alors il s'est mis en tête de faire revenir les rongeurs. Il a travaillé avec des chercheurs pour construire des barrages artificiels, comme ceux qu'on a évoqués la dernière fois, pour stimuler l'installation des castors. Ils ont aussi réintroduit plusieurs individus dans la rivière, et ils ont utilisé ces structures artificielles comme base pour leurs barrages. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 barrages de castors sur ce cours d'eau. Ils ont également mesuré que les populations de poissons avaient été multipliées par 10. Il y a bien plus de truites, et elles sont plus grosses. Et le plus important pour Jay, la rivière qui s'asséchait conserve maintenant de l'eau toute l'année. Et ça me permet de souligner une idée fausse qu'ont certaines personnes qui pensent que les castors piègent l'eau et nous privent de cette ressource. Mais les barrages de castors sont perméables. L'eau passe à travers. Elle passe autour. Elle est absorbée dans les souterrains et ressort en aval. Donc, vraiment, les castors ne s'accaparent pas cette eau. Ils la ralentissent, ce qui permet à la rivière de garder un certain niveau d'eau, même durant les mois secs en juillet et en août. Aujourd'hui, Jay peut profiter de l'eau toute l'année sur son exploitation, ce qui est essentiel pour son activité. J'adore cette histoire parce que on pense parfois que les défenseurs du castor sont juste des scientifiques ou des écolos déconnectés de la réalité. En fait, il y a des agriculteurs et toutes sortes de professions qui utilisent la terre et pour qui ces animaux sont aussi importants. Je trouve ça génial de montrer que la protection de l'environnement peut aussi être guidée par des motivations pratiques, et Jay Wilde nous le démontre parfaitement. Absolument. Pour conclure, vous avez publié votre livre en 2018, et j'aimerais vous demander si vous avez vu des changements dans la manière dont les castors sont perçus aux États-Unis. Tout à fait, de gros changements même. Je voudrais pas m'en attribuer le mérite. Il y a eu toutes sortes de militants, de naturalistes et de scientifiques qui ont agi pour la protection du castor. On a une fantastique communauté de croyants du castor qui en a fait beaucoup pour changer l'image de cet animal. Et je suis honoré d'être un rouage de cette machine. Pour donner un exemple de changement récent, on peut parler de la Californie. C'est un état au climat très chaud et sec qui a des problèmes récurrents de sécheresse et d'incendie. Donc c'est un endroit qui a vraiment besoin de castors. Mais historiquement, c'était un état assez hostile au castor. Officiellement, le gouvernement californien considérait même que le castor n'était pas natif de la région et était une espèce introduite, ce qui était totalement faux. Ah oui, carrément. Oui, et il y avait des pratiques de piégeage assez radicales. On peut dire que les castors étaient abattus à vue. Et finalement, ces dernières années, la Californie a fait beaucoup de progrès. Elle a même lancé un programme de restauration du castor à l'échelle de l'État, avec des employés à plein temps dédiés à cette problématique. Ils ont fait des réintroductions dans des endroits que les castors occupaient autrefois. Ils ont aussi installé toutes sortes de barrages artificiels, comme ceux dont on a parlé plus tôt. Donc on voit que la Californie est passée d'un état totalement anti-castor à l'un des états qui fait le plus pour leur restauration. Et tout ça s'est passé en quelques années. Donc c'est un exemple frappant de changement dans les mentalités. Je pense qu'on pourrait vraiment s'inspirer de tous ces exemples en France parce qu'on considère rarement le castor comme une solution à tous ces problèmes de sécheresse, d'inondation, d'incendie, etc. En fait, je crois que c'est parce qu'on ne pense pas souvent au castor et on considère qu'il est rare. C'est vrai qu'il est en augmentation en France, mais j'ai questionné mon entourage et la plupart n'ont jamais vu de castor de leur vie, ni même de barrage de castor. Alors il faut chausser ses bottes et sortir à leur recherche. Mais quand on trouve rien sur le terrain, une chose que j'adore faire, c'est me balader sur Google Earth et chercher les étangs et barrages de castors sur les photos satellites. Ah oui, il fallait y penser.
Je recommande cette méthode pour toute personne qui voudrait chercher des castors dans sa région. On peut trouver de bonnes idées. C'est vrai qu'on a tous ces outils aujourd'hui et on peut aussi les utiliser pour explorer la nature. En tout cas, merci Ben pour toutes ces informations et ces témoignages que vous nous avez partagés sur le castor. Je pense qu'on a vraiment une vision plus claire du rôle de cet animal en tant qu'ingénieur des écosystèmes. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur vos projets présents et futurs ? Avec plaisir. Pour commencer, je profite de ce podcast pour annoncer que mon livre sur les castors est actuellement en train d'être traduit en français et sera prochainement disponible pour le public francophone. Ah mais c'est super ça, tout le monde va pouvoir approfondir les sujets qu'on a évoqués dans ces 3 épisodes. Sinon, comme on l'a mentionné dans le premier épisode, j'ai sorti un autre livre en 2023 qui s'appelle Crossings et qui traite de l'impact des routes sur les écosystèmes. Celui-ci est pour l'instant uniquement en anglais, mais il y a une connexion intéressante avec la France, parce que les premiers passages à faune au monde ont été construits en France. Ah oui, je ne savais pas. Oui, c'était dans les années 50 et c'était pour permettre aux cerfs et aux chevreuils de traverser. Il me semble que c'était parce que les chasseurs voulaient les protéger. Donc oui, la France a toute une histoire de conciliation entre les routes et les écosystèmes. Ça me semble être un super sujet pour une prochaine série, si vous acceptez de revenir dans ce podcast une prochaine fois. Ce sera avec plaisir. Et pour finir sur mes projets, je suis en train d'écrire un livre au sujet des poissons, sur leurs mouvements et leurs migrations et pourquoi ils ont un rôle majeur dans les écosystèmes. Je parle aussi des perturbations qui impactent leur migration, comme les barrages et autres structures, et des méthodes pour réduire ces impacts. Et encore une fois, la France a beaucoup travaillé dans ce sens, pour favoriser la migration des saumons, des anguilles, etc. Ah là aussi, ça ferait un excellent sujet. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir. Faites-moi signe et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Ben de nous avoir accompagnés durant ces 3 épisodes et j'espère qu'on pourra vous retrouver bientôt. Merci pour l'invitation. J'adore ce concept de podcast traduit d'une autre langue. C'était un plaisir. Chers auditeuristes, merci d'avoir suivi ces 3 épisodes de notre série sur le castor. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de les observer sur le terrain. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je les traduirai en anglais pour les poser directement à Ben. Pour conclure, je vous propose d'écouter un message en anglais enregistré par Ben durant notre interview originale et il conclut cette série en s'adressant directement à vous. Hi, I'm Ben Goldfarb. I wanted to say, Jeffrey, thank you so much for having me on the podcast, and I hope all of the listeners out there in France, go look for your local beavers because France has tens of thousands of beavers. They're out there, and I think it sounds like not a lot of people know about them or know where to find them, but they're there in your rivers. So go enjoy these amazing animals. Pour résumer, Ben a été ravi de participer à ce podcast et il nous incite tous à sortir chercher les castors de nos régions. Il y en a plus de 20 000 aux 4 coins de la France, donc ça promet de belles observations. Voilà qui conclut cet épisode des Échos du Loriot. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans le prochain épisode pour une nouvelle interview sur un nouveau thème qui sera en lien avec un animal particulièrement doué pour l'adaptation. N'hésitez pas à poster en commentaire des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, ou même des suggestions d'intervenantes ou d'intervenants anglophones ou japonophones qui pourraient participer à de futurs épisodes. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute de la nature.